Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part en direction du CNDF pour aller rencontrer Karen Paquin, internationale de rugby à 15 et à 7. Elle est vice-championne du monde, elle est médaillée de bronze au JO de Rio. On va suivre son parcours de rugby, on va parler de l'Université Laval, de son passage en France dans l'élite 1. On va aussi voir sa carrière d'ingénieur, comment elle a quitté du jour au lendemain sa carrière pour traverser le pays. On va aussi revenir sur pourquoi elle a décidé de rentrer chez elle à Québec. Allez, en route! Bonjour Karen. Salut Félix, ça va? Oui, ça va. C'est drôle parce que d'habitude, c'est toujours moi qui demande comment ça va. Puis toi, tu le demandes toujours. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. Tu te demandes pas assez comment ça va, je trouve. Mais je trouve ça important. Ben oui, c'est bien pour commencer. Déjà, je voulais te remercier de me recevoir ici au campus Notre-Dame-de-Foix. Bienvenue chez nous. Oui, bienvenue. C'est vraiment un beau complexe. C'est la deuxième fois que je viens. J'avais fait mon arbitrage ici, ma formation d'arbitrage ici. Puis je trouve que c'est vraiment des belles installations que tu as. On est chanceux. Oui, je pense On est aussi. très, très chanceux avec le stade intérieur et tout. Ben, t'as de quoi développer tes athlètes, on va en parler plus tard. Il y a de quoi faire. Tout d'abord, j'aime bien demander à mes invités 3 mots qu'ils donnent pour se décrire. 3 mots que je donne pour me décrire. Je suis quelqu'un d'intense. Ouais. C'est sûr que ça viendrait en premier. Après, je suis quelqu'un de motivé, je pense. Et la troisième chose, je pense que je peux dire que je suis quelqu'un d'assez agressif. Dans le bon sens du terme? Dans le bon sens du terme, mais canalisé en fait par ce que je fais. Mais je suis quelqu'un qui, dans l'intensité, a tendance à vouloir un peu tout donner. Puis un peu sur le d'impatience. Terrain, je suis capable d'être un petit peu impatiente, Ouais. un petit peu agressive. Donc le rugby fait bien pour moi. C'est vraiment drôle parce que quand j'ai parlé à des gens pour faire mon travail de recherche sur toi, c'est à peu près les 3 mots qui sont arrivés. C'est un peu le résumé de ce qu'ils m'ont dit de toi. C'est quand même assez cocasse. Hein? Dans ce cas-là, ça veut dire réaliste aussi. Je pense que c'est une belle qualité. Tu te connais. Ouais, quand même. On va commencer par faire un peu ton parcours. Donc, tu es né à Québec. Tu as fait toute ton enfance à Québec. Tu as un frère aîné, des parents. Tu as eu une enfance loin du faste, mais je pense que tu as eu une belle enfance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton enfance? Ouais, moi, je viens de Charlesbourg. On était 2 enfants dans ma famille, moi, mon frère. Mes parents, un petit peu l'histoire normale là. On vivait en banlieue, on faisait du vélo dans la rue. On a fait beaucoup de sport. On a été un peu élevés là sous tous les sports. Le multisport faisait vraiment partie de ce qu'on faisait. Puis c'est un peu ça a été la ligne directrice. Autant mon frère que moi, on faisait. Bon, mon frère a fait du vélo, du football, de la natation. Moi, j'ai fait natation, karaté, volleyball. Je me suis tournée vers le rugby en secondaire 3. Puis mes parents, même quand ils se sont séparés, en fait, ça a toujours été au travers de ça, il y a les enfants, il y a la vie qui vient, puis ils se sont un peu toujours arrangés pour que ça soit bien pour nous. Puis au travers de ça, même quand ils se sont séparés, c'est un peu devenu une belle amitié. On est devenu une famille moderne assez tôt là quand on était jeunes. Puis au travers du sport, c'est un peu la ligne directrice qui nous a gardés autant au niveau scolaire qu'au niveau motivation. On s'est servi de ça pour se développer, pour se défouler, pour se discipliner peut-être un peu aussi. C'est une belle valeur du sport, la discipline. Ouais. Donc, c'est un peu mon histoire de quand j'étais jeune. Très multisport, très exagéré, mais au travers de ça, il y avait cette ligne-là qui me ramenait un peu tout le temps. Là. Je pense qu'on peut pas parler de ton enfance sans parler de ta mère. Ouais. Je pense que ça va être le moment un peu émotion, mais il faut qu'on le raconte un peu. Je pense que c'est quelqu'un qui a été un modèle pour toi. Donc, elle était esthéticienne. Elle a repris les études au beau milieu du moment où elle vous élevait. Vous étiez 2 enfants. Elle a repris donc un bac en administration des affaires, je pense, à l'Université Laval. Ouais. Puis, est-ce que pour toi, justement, ça a été un modèle de femme? Tu t'es construit un peu à travers cette image? Je me suis construit à travers l'image de ma mère, mais surtout, ça a été quelque chose que elle a ouvert toutes les portes dans le sens que quand tu fais un bac à 40 ans avec 2 enfants, une maison, un chien, tu sais, gérer le quotidien au travers de ces études, pour moi, ça a montré que, bon, tu es capable de faire plusieurs choses en même temps. Puis,
il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de limite d'âge à laquelle tu peux faire les choses que tu as besoin de faire pour toi aligner ta vie. Puis ma mère l'a montré vraiment de belle façon au travers, entre autres, là, de son bac. Je lui lève mon chapeau parce que moi, j'ai fait un bac à 22 ans, un peu comme tout le monde, puis de le faire avec tout ce qu'elle avait à faire. Ça montrait qu'avec un peu de détermination, en fait, tu peux atteindre plein de choses. Puis aujourd'hui, ben, elle s'est construit une vie qui est plus confortable là, au travers de son travail, au travers de sa réalité. Puis de l'avoir là-dedans, mais c'est sûr que c'est beau puis c'est inspirant pour des enfants, même si quand nous on l'a vécu, ben on s'en rendait pas nécessairement compte. Tu sais, ça faisait partie de notre quotidien. Ouais, toi, c'était ton quotidien. Mais je trouve que c'est bien, justement, par cet exemple aussi, de mettre en valeur qu'il n'y a pas que des grandes femmes. Tu sais, tout le monde, quand on dit, tu penses à une grande femme, ils vont dire Michelle Obama, ils vont dire, tu sais, des grands noms. Puis des fois, on oublie que on a des beaux exemples devant nous, puis qu'il faut parfois s'inspirer des gens qui sont autour de nous. Absolument. On va continuer sur, tu sais, dans ton adolescence, on va dire. Donc, comme tu as dit, à 14 ans, tu découvres le rugby. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette découverte. La découverte est assez simple. C'est mon entraîneur de volleyball qui nous dit on est en train de partir une équipe de rugby. Il nous prend, moi puis mon amie Isabelle qui est à côté, puis il dit « Les filles, je pense que vous allez aimer ça. Tu vas voir Karen, tu vas pouvoir taper sur le monde, ça va te plaire. » Fait que c'est un peu parti comme ça. Puis ben j'ai commencé le rugby en secondaire 3 un peu comme tout le monde. Je savais pas c'était quoi, je connaissais pas même un ballon de rugby, j'avais jamais vu ça. Un peu comme la plupart des jeunes au Québec, dans le temps, il y en avait pas à la télé, il y en avait pas, c'était très peu accessible. Mais pour moi, je vivais un petit peu un regret de pas avoir joué au football avec les gars. Je l'avais pas fait parce que ça me tentait pas d'être la petite fille au travers de la gang de gars. Puis le rugby, ben ça m'a permis de découvrir c'est quoi le sport de contact, de découvrir un endroit où est-ce que je suis un peu arrivée sur mon X. L'intensité c'est bon, l'agressivité c'est bon, courir vite, courir fort, faire tout à 100%, c'était bon. Donc j'ai comme appris à aimer le rugby au travers de mon secondaire. Puis c'est rugby à 7 que tu as commencé. Rugby à 10. À 10? Ouais, rugby à 10, mais avec seulement 3 avant. Donc après, ils m'ont mis, j'ai commencé à l'aile parce qu'on connaît pas les règlements, on commence tous un peu à l'aile. Puis d'année en année, bon, je me suis rapprochée du ballon, puis j'ai terminé mon secondaire. Je sais même plus quelle position je jouais, mais au final, tout ce qui était important, c'est que j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. J'aimais plaquer. Puis j'avais découvert un sport qui était bien. J'ai continué à faire du multisport, dans le sens que je faisais du volley, du rugby, c'était une saison à la fois. En fait, j'ai juste appris à aimer le sport au fur et à mesure des années. Je dirais pas que la première pratique de rugby, j'ai fait « Wow, c'est génial, c'est ça que je veux faire de ma vie ». C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Comment ça s'est passé, justement? Ben, ça s'est passé d'une fois à l'autre où est-ce que les portes se rouvrent, puis là, tu te dis « Bon, ben j'aimerais ça jouer un peu plus. J'aimerais ça jouer… le prochain niveau. Fait que là, tu commences au secondaire. Après ça, tu t'en vas au cégep. Puis après ça, tu joues club. Puis après ça, bon, l'équipe junior U19. Fait que toutes les portes qui s'ouvraient, ben moi, je me disais, ah oui, ça a l'air cool, je vais continuer. Puis à force de continuer, ben tu te rends compte qu'à un moment donné, t'es rendu à l'université, t'es rendu en équipe nationale, t'es rendu en équipe du Québec senior. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu justement de continuer dans le rugby? Ce qui m'a convaincu de continuer, ben en fait, quand, tu sais, si on fait un petit peu un fast-forward où est-ce que j'étais à l'université, je pensais qu'à la fin de l'université, on a comme une impression d'avoir terminé le sport de haut niveau parce que tu as une belle structure autour de toi quand tu es à l'université, puis après ça, ben tu t'en vas dans le monde, puis là, ben tu es un peu laissé à toi-même. Puis finalement, j'ai continué à faire partie de l'équipe du Québec. Puis avec l'équipe du Québec, on a eu des championnats canadiens. Puis à partir de là, j'ai été invitée à venir en équipe nationale. Puis je me suis fait demander, bon, veux-tu venir à Victoria pour vivre une année avec le rugby à 7? Puis je me suis dit, ben j'ai pas le choix d'y aller. Parce que si j'y vais pas, ben je vais regretter, puis je vais me demander qu'est-ce qui se serait passé. Puis c'est un peu la peur du regret qui m'a envoyé là-bas, qui m'a fait décider d'emballer toutes mes choses, de mettre ça dans mon camion, puis de traverser le pays, quoi. On va arriver à l'université. Ouais. Donc là, tu attaques un bac en génie chimique dans le but de devenir ingénieur. Ouais.
Tu es capitaine de l'équipe de rugby du Rouge et Or. À ma dernière année. Ta dernière année? Seulement, oui. Je pensais oui. On m'a menti, alors on m'a dit que tu l'avais été très rapidement. Ah, il s'est passé plein de choses, non? Oh. Tu étais en parallèle membre de Rugby Québec, comme tu viens de dire. Tu as aussi été membre du canon à glace. Ouais. J'ai lu ça, là, et puis il paraît que c'est devenu une vraie petite passion un peu chronophage, mais on va en reparler plus tard. Peux-tu nous raconter justement le rugby à cette époque dans le programme du Rouge et Or? Le programme, quand moi je suis entrée dans le programme du Rouge et Or, c'était assez jeune. Ça faisait 2 ans que ça existait. Puis en 2 ans, il avait déjà réussi à se rendre au championnat canadien un peu de façon in-extremis, là, sur une game sur 2 jours. C'était fou. Mais moi, quand je suis rentrée, il y avait à la fois très peu d'attentes, puis à la fois, l'équipe avait déjà dépassé les attentes là, au niveau de la construction. On sait que le rugby, il y a pas de secret, ça prend de l'expérience pour se rendre loin. Fait que moi, je suis rentrée dans la 3e année du programme du Rouge et Or avec pas une certaine insouciance, mais pas nécessairement la connaissance qu'il y avait des grandes joueuses, qu'il y avait... tu sais, je me disais, bon, il y a ma place à faire sur le terrain, puis il n'y avait pas de souci. À ce moment-là, je jouais encore au centre. Donc, j'ai commencé, puis d'une année à l'autre, moi, j'ai fait un bac en rugby sur fond de génie chimique. J'ai fait 5 ans de rugby à l'université. J'ai étudié en ingénierie parce que à la base, je voulais travailler en environnement, mais en industrie. Donc, être un peu là, les 2 pieds dans la boîte, puis travailler avec les grands pollueurs pour essayer d'améliorer les choses. Mais ma vraie passion, c'était le rugby. Ça a été le fil conducteur. Puis, d'une année à l'autre, tu vis un peu la saison avec toute la vitesse et l'intensité de la saison automnale. Puis, à chaque fois, on essayait de se rendre au championnat canadien. Dans le temps, pour se rendre au championnat canadien, il fallait remporter la finale québécoise. Donc, il y avait une seule équipe C'était pas les 2 premières. C'était pas les 2 premières. C'était une seule équipe qui se rendait au championnat canadien. Donc, on n'est pas allé à toutes les années. C'était qui la grosse équipe à l'époque en face? La grosse équipe, c'était la rivalité, en fait, c'était avec Concordia. Beaucoup. McGill était encore dans l'histoire, dans les parages, puis Ottawa commençait à s'élever tranquillement pas vite. Donc, c'est des phases, on arrivait sur la fin d'une phase de l'équipe de McGill, puis entre nous et Concordia, là, on se tirait la bourre un petit peu, puis pour nous, les finales, ça se passait un peu tout le temps de la même façon, soit chez nous, soit chez eux. Puis c'était toujours dur. C'était des matchs qui étaient durs. Il y avait des grandes joueurs sur le terrain, ça tapait fort. Il y avait pas de match facile rendu là. Je pense que vous aviez quand même une adversité. Puis vous étiez aussi au début de votre programme, justement, on me disait qu'il est pas le même qu'aujourd'hui, qui est vraiment plus structuré, presque comme un peu un centre de formation. Quels sont tes meilleurs souvenirs justement du côté un peu plus amateur que vous aviez à l'époque? Mes meilleurs souvenirs à l'université, c'est sûr que la dernière année, ça a été une très, très belle année. Mais au travers de ça, on a eu un peu de tout. On est parti, on a fait des voyages, des matchs hors concours. On est parti en Nouvelle-Écosse pour faire des matchs hors concours sur ma dernière année. C'était une super belle expérience. Les championnats canadiens, je dirais pas que c'est mes meilleurs souvenirs, mais c'est mes souvenirs les plus rudes. Il y a rien comme des championnats canadiens universitaires. Non, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que les gens ne savent pas, c'est par exemple, ceux de France ou ailleurs, c'est que ici, ça se joue automne, fin automne. Ce qui fait que, je pense, je sais plus quelle année, là, les filles ont joué. C'était dans l'ouest, il faisait -20, tempête de neige. Donc, c'est pas de l'été où il fait beau puis il fait bien. Non. C'est pas doux. Mais surtout, tu joues sur une semaine. Et dans le temps, on avait joué 2 matchs par jour. 2 matchs par jour? Des matchs de 50 minutes, 2 dans une journée. C'était fou. C'était presque dangereux, honnêtement. C'était presque dangereux. Je me rappelle de sortir du terrain des championnats canadiens. Ma 2e année au Rouge et Or, on était allé, c'était à Lethbridge, et c'était l'inverse de quand c'était à Lethbridge et qu'il y avait fait de la neige. Il faisait sec, le terrain était dur comme de la pierre. Je pense que j'avais le coup de gros de même. Je pouvais plus manger de gomme parce que ma mâchoire marchait plus. Il y avait toutes sortes de choses. On était toute la gang, on était explosés.
parce qu'on te demande de jouer match sur match sur match sur match. Et quand tu sors de là, après, bon, c'est ma 2e année, je me suis dit, puis on s'est tous dit, OK, ça c'était dur, mais en fait, il faut y retourner pour être meilleur. Et pour être encore plus prête l'année prochaine. Pour être beaucoup plus prête. On comprenait, en fait, c'était quoi? On avait une génération de jeunes qui sont rentrés là, dans mon année, l'année qui a suivi. Puis c'est comme cette génération-là qui a fait les 4-5 années ensemble. Mais de vivre ça, je revois encore Élie Papineau qui sort du terrain, qui s'assit dans une chaise roulante. Là. On était physiquement vraiment là, explosés. Et mais je pense que justement, toutes ces anecdotes ont amené au fait que maintenant, j'ai parlé à des anciennes du Rouge et Or, à des filles du Rouge et Or, puis elles me disaient que justement, votre génération qui avait vécu tout ça a permis de développer le programme de manière exponentielle, puis qui a permis justement d'amener d'avoir pris conscience de la préparation physique, de la rigueur qu'il y a derrière, on peut dire même presque professionnalisme, parce que tu as dit que tu as fait un bac en rugby finalement. Donc je pense que vous avez bien amené ça, puis je pense que vous avez laissé un beau leg à l'Université Laval après vous. Mais on va parler, là on a les bons moments, mais on va parler aussi des petites premières déceptions. Tu avais été sélectionné pour FISU, ouais. Donc 7 FISU, puis finalement ça se passe pas comme tu veux, tu n'es pas sélectionné. Qu'est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, il te manquait ou qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ça ne fonctionne pas? Ben ça a été simple en fait pour nous parce que on était deux du Québec puis on faisait partie de l'équipe du Québec puis les consignes avaient été claires, c'est si tu es sélectionné pour cette équipe du FISU, tu n'as pas le droit d'aller au championnat canadien. Et nous on a fait je vais pas me manquer les championnats canadiens seniors pour aller jouer FISU, surtout que dans l'incertitude de tout ça. Puis c'était une question de 2 jours. Fait qu'au final, elle a décidé que moi puis ma collègue, on a été désélectionnés en fait. Okay. Donc ça a été dur à prendre. Puis on s'est senti un peu injustement lésés parce qu'il y a plein d'autres athlètes évidemment qui avaient fait les championnats canadiens dans d'autres provinces. On était 5 à l'avoir fait. Puis, en fait, ça témoignait un peu de comment les athlètes du Québec se sentaient à ce moment-là, parce qu'on s'est fait dire, oui, mais elle est à la porte de l'équipe nationale. Donc, une autre joueuse qui a pu faire cette chose-là, qui a pu participer au championnat canadien, c'est parce qu'elle était rendue à la porte de l'équipe nationale. Puis, nous, on se fait dire, nous, on est quoi? On n'essaye pas de se rendre en équipe nationale? Je pense que justement, le Québec, à l'époque, qui n'était pas la place forte du rugby comme maintenant, est-ce que tu penses que justement, vous étiez un peu pénalisé d'être au Québec? Est-ce qu'on était pénalisé d'être au Québec ou est-ce que c'est un concours de circonstances? On le saura jamais. Mais pour nous, ça sonnait drôlement comme ça. Puis on s'est senti un peu injustement mis à l'écart. Après, c'est des choix d'entraîneur. Oui, des fois. S'il y a bien des choses que j'ai compris par la suite, c'est que certains entraîneurs vont croire en quelqu'un, moins croire en l'autre personne. Puis c'est simple comme ça. Et au final, ça a été le choix d'un entraîneur. Ça a-tu été justifié, pas justifié? On le saura jamais, mais moi, ça m'a pas empêché de continuer ma vie, puis de continuer le rugby, puis de continuer d'aimer le rugby surtout. Donc, c'est des coups durs, c'est des moments qui sont difficiles. Mais je pense que dans toute carrière de tout sportif, si ces moments-là arrivent pas, tu construis pas l'espèce de résilience que tu as besoin pour t'assurer que tu aimes le sport, en fait. Quand tout ça est arrivé, moi, il y a eu plein de choses qui sont arrivées au travers de ça. Je me suis chicanée avec Bill. On s'en cache pas, d'ailleurs. On en rit bien aujourd'hui. Donc, c'est ça. À ce moment-là, avec Bill, on est en froid. Il me tasse de l'équipe. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans cette année-là. Mon père est rentré à l'hôpital. Donc, c'était comme plein de choses qui m'ont un peu sorti de la communauté de rugby, puis qui m'ont fait me demander est-ce que j'aime vraiment ça. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que tu as envisagé d'arrêter à ce moment-là? J'avais les deux. Études, finalement, tu n'es pas encore dans les papiers de l'équipe nationale. Donc là, il faut que tu attaques ta carrière parce que là, le bac de rugby est fini. En fait, c'était en plein milieu. C'était en plein milieu de l'université. C'était pas à la fin que c'est arrivé, ça. Oh, OK. C'est en plein milieu. Troisième année, dans l'hiver, là, il y a plein de choses super difficiles qui se passent dans ma vie. Puis je me suis posé la question,
sais, est-ce que j'ai vraiment besoin du rugby dans ma vie ou est-ce que finalement je prends un autre chemin? Parce qu'au travers de ça, il y avait le travail, il y avait les études, je faisais du canot à glace, j'adorais ça. J'aurais pu prendre l'autre chemin. Puis l'évidence qui est arrivée, c'est j'aime vraiment ça le rugby. Puis les personnes avec qui j'ai parlé à des leaders de la communauté de rugby à Québec, des filles qui étaient là depuis longtemps, des filles qui avaient un peu plus d'expérience. Puis quand je racontais ce qui se passait, ils me disaient, ben voyons Karen, ça n'a pas de sens. Va juste t'expliquer, va parler. Puis tu peux pas arrêter le rugby sur une note comme ça, en fait. Souvent des problèmes de communication qui se règlent. Hein. Ouais. Parce que tu sais, on peut pas, on reste un sport d'humain avec de l'énergie, de l'intensité, puis des fois c'est juste de la communication. Ben moi ça a été ça. C'est La clé c'était ça. C'était arrête de bouder dans ton coin, arrête de faire comme si le monde était contre toi, puis va t'expliquer, prends le temps de t'expliquer. Puis tu sais ça prenait quand même mon intensité qui était peut-être moins contrôlée à ce moment-là, elle m'a mis un peu c'est l'image de quelqu'un qui prend le bâton puis qui le rentre dans sa roue avant puis qui se pète la gueule. Ben, c'était moi ça. C'était ma propre faute. Donc d'apprendre à gérer ça, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont aidé à me canaliser, qui ont accepté que je fasse les erreurs que j'ai faites pour continuer. Parce que sinon, c'est sûr que j'aurais pu arrêter là. Un autre entraîneur aurait décidé, tu vois, ce que tu as fait, c'est inacceptable, puis dehors, merci, bonsoir. Ça arrive des fois. Ça aurait pu arriver. Puis là, justement, tu finis la carrière, donc la fin de la carrière universitaire au Rouge et Or. Tu trouves un emploi chez Cascade comme superviseur relève. Puis le rugby, là, c'est un peu comme un loisir pour toi. Et là, comme tu as dit tantôt, un appel de l'équipe du Canada à 7. Puis tu as un choix cornélien qui s'offre à toi. Soit tu restes tu lances ta carrière professionnelle dans ton domaine d'études, soit tu quittes le Québec où tu as toujours été, puis tu traverses tout le pays pour aller justement un peu dans ce programme-là pour voir ce que c'est. Comment t'étais sur le moment quand ce choix est arrivé? Dans quel état d'esprit tu étais? La réalité, c'est que j'étais déchirée. J'étais déchirée parce que, t'as dit, j'étais rendue, j'avais trouvé un emploi après mon bac, un emploi dans la compagnie pour laquelle j'avais envie de travailler depuis que j'ai commencé mes études. Donc, j'étais vraiment là où je voulais être. À ce moment-là, j'avais mon appartement, j'avais parti mon équipe de canot à glace. Donc, j'avais une espèce de responsabilité envers un groupe de filles, envers des commanditaires. Où est-ce que j'aimais ce que je faisais. J'adorais le rugby, évidemment. C'était la constante. Je continuais à jouer avec le club. Je continuais à jouer avec l'équipe du Québec. Puis, quand on m'a offert, en fait, l'équipe nationale, à la fois, c'est comme, cool, tu sais, une bonne petite tape dans le dos. Je suis assez bonne peut-être pour me rendre. Mais quand on t'offre ça, il n'y a aucune garantie. Non. Tu sais, il y avait même aucune garantie de faire un tournoi. Tu sais, t'es dans l'équipe d'entraînement, on verra qu'est-ce qui va arriver. Et ça me demandait de lâcher ma job, ça me demandait de quitter mon appart, de lâcher mon équipe de canot, de quitter mes amis, ma communauté qui était à Québec, pour un peut-être. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de bien, puis peut-être que j'aimerais même pas ça. Mais... C'était ça la grande question. Je vais-tu aimer ça, moi, m'entraîner à tous les jours puis faire un peu que ça de ma vie? Les filles qui me connaissent savent que j'avais pas vraiment mis le pied au gym tant que ça pendant ma carrière universitaire. Juste basé sur l'intensité. Que de l'intensité, très peu de préparation officielle. Donc, c'était déchirant comme choix. Mais tu vois, dans le podcast, là, Rêve sans frontières, le but, c'était de mettre en avant les parcours d'immigration, voir ce que ça fait d'aller voir ailleurs, comment on se construit, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Puis là, même si tu restes au Canada, tu sais, pour qu'on se rende bien compte de ça, c'est 5000 kilomètres de la maison, c'est une autre langue, c'est une autre culture, parce que nous, au Québec, c'est un peu plus culture, on va dire, Amérique du Nord, mais un peu plus européenne, québécois, c'est vraiment une culture à part. Puis là, tu vas dans un monde anglo-saxon. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est un changement de vie pour toi. Justement, comment tu arrives à faire ce choix au final? Un peu naïvement,
tu fais le choix. Tu t'es dit, je pars à l'aventure, puis je vois ce que ça donne. Exactement. J'avais quand même un petit côté aventurier. Je suis partie, j'ai pris mes choses, puis je me suis dit, dans le pire des cas, le travail va toujours être là. Parce qu'après un an de travail, tu te rends compte que c'est cool de travailler, mais ça peut être quand même assez redondant. Donc, j'avais dans l'idée que je partais à l'aventure pour 1 an pour voir si j'appréciais le truc. Je m'attendais pas à ce changement de culture-là. Je m'attendais pas... Ah ouais, ça a été un choc. Je m'attendais pas à ce que le changement de langue soit aussi difficile parce que... Est-ce que tu maîtrisais l'anglais, justement? Je maîtrisais l'anglais à l'écrit, oui, à l'oral, moyen. Okay. J'avais fait quand même mon cégep en anglais, donc oui, je m'étais donné des chances à Saint-Lawrence. Mais quand tu arrives là, puis que tu es autour d'une table dans un resto avec 6 personnes, puis qu'il y a des conversations croisées, c'est sûr que c'est pas le cours de cégep ou le Duolingo, là. Ouais. Puis en fait, c'est la grosse difficulté aussi, c'est d'avoir ta propre personnalité dans une autre langue. Okay. C'est le côté qui m'a le plus choqué quand tu te déracines, tu te retrouves à quelque part. Les filles pensaient que j'étais gentille et timide. Ben, tu es gentille. Timide un peu. Je peux être gentille, mais c'est loin d'être les choses qui me caractérisent. Mais parce que t'as pas la même répartie, parce que t'es pas capable de faire les mêmes blagues, parce que quand tu dis quelque chose de sarcastique, ils pensent que t'es mêlé. T'es comme, OK, ils ont rien compris, là. J'étais un peu, là, j'étais pas capable d'être moi-même, en fait. Puis, justement, tu sais, est-ce que tu avais conscience que ce moment-là, c'était un peu un moment charnière dans ta vie? Est-ce que tu avais vraiment conscience de ça ou comme tu as dit, c'était vraiment de la naïveté à 100% puis tu y allais? J'avais aucune idée à quel point ça allait être un moment charnière dans le sens que moi, je me disais au maximum, je pars pour 4 ans jusqu'aux premiers Jeux olympiques en 2016. Je voyais ça comme étant un projet. Donc, je suis partie un peu dans l'idée que j'allais revenir. Okay. C'était certain pour moi que j'allais pas rester nécessairement là-bas. Au final, j'ai fait quand même 8 ans on and off là, à Victoria. Donc, ça a été une transition. Puis, j'ai pas accepté que ça allait être aussi long jusqu'à temps que je me retourne puis je dise, bon, ben ça fait 8 ans que je suis ici, j'aurais pu un peu plus prendre racine, quoi. Oui, parce que c'est ça qu'on va voir plus tard, mais tu fais pas mal d'allers-retours l'été avec Québec pour justement essayer de pas perdre ce côté, tes amis, le club de rugby de Québec. Puis c'est sûr que c'est une immigration, souvent, c'est tu sais, tu abandonnes tout, tu abandonnes tout. Tu sais, tu changes quotidiennement, mais tu reviens pas 2 mois l'été, 2-3 mois l'été, puis mais en même temps, c'est une immigration comme une autre aussi. Tu as besoin de plus retourner. Puis, finalement, tu es dans le même pays aussi, même si tu es super loin. Ouais. Puis, c'est aussi un changement de vie radical pour toi. Ouais. Tu te retrouves donc à Victoria, loin de chez toi. C'est pas les conditions des pros en Europe pour qu'on comprenne, là. C'est pas... Non, mais on était très bien encadrés. Non, très bien encadré, mais je parle au niveau salarial. Ah ben non. Au niveau des conditions de vie, où je sais que vous étiez... les filles en coloc souvent ensemble, il y avait pas mal de débrouilles. C'est aussi, il faut le savoir que c'est aussi la région certainement la plus chère au Canada. Ouais. Et comment se passent justement ces premiers mois? Le choc, c'est de retourner en coloc avec, tu sais, on était 4 dans une coloc, dans un appart, dans un sous-sol. Bon, l'appart était bien, mais c'est sûr que c'est un choc là, quand tu passes d'avoir un appartement 2 étages à une petite chambre, à un très petit salaire. Tu vis un peu au rythme de l'entraînement. Puis c'est un peu la chose qui fait que tu sens pas que tu peux prendre racine. Parce que la vie est tellement chère dans l'ouest du pays. Puis toi, tu es en construction de tout ça. C'est sûr que tu sais les brevets dans le temps, la première année, moi je faisais 800$ par mois. C'est pas beaucoup. Surtout pour vivre là-bas, c'est... Non, c'est pas beaucoup. Ça laisse pas grand-chose pour s'acheter de la nourriture puis mettre du gaz dans l'auto, là. Non, puis en plus, surtout que vous êtes, tu sais, vous avez quand même un rythme qui est un gros rythme. Parce que vous vous préparez, puis finalement, t'es vite sélectionné pour faire tes premiers tournois. Justement, tu sais,
comment elle sent la fille de Québec quand elle se dit, parce que le rugby à 7, faut savoir que tu pars à Hong Kong, tu pars en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Europe. Tu sais, comment elle sent la petite fille de Québec quand tout d'un coup tout s'ouvre comme ça devant elle? Je dirais, les 4 premières années, tu es un peu sur un nuage. Puis dans mon cas, ça a été vraiment une histoire un peu parfaite, dans le sens que je suis arrivée puis on m'a donné ma chance tout de suite. Dès le premier tournoi, j'ai été sélectionnée avec... On t'a donné la chance ou tu l'as saisie? Les deux. Les deux? Les deux, je pense. Je pense qu'on me donne la chance, mais aussi je la saisis, dans le sens que à l'entraînement, est-ce qu'il y avait des filles qui étaient peut-être meilleures que moi? Peut-être, mais on le saura pas. Et quand tu as la confiance d'un groupe de sélectionneurs, ben tu fais tout ce que tu peux pour la garder. Et moi, cette chance-là, ben je l'ai pris avec ce que j'avais, puis je me suis dit, ben je vais améliorer ce qui me manque. Et tu sais, de travailler, les filles de Québec savent très bien qu'il fallait que je travaille ma passe. Ouais. Après, dans le contact, j'étais très à l'aise. Tout ce qui était, tu sais, sortir des passes à l'intérieur du contact ou le plaquage, c'était un peu dans ça que j'étais confiante. Mais là, on est sur un terrain de rugby à 7, il y a plus d'espace. Donc, c'était de travailler toutes ces petites choses-là. Puis après ça, ben tu te retrouves à faire le tour du monde. Découvrir c'est quoi le jet lag aussi, un peu. Ouais. Tu sais, 12 heures de décalage horaire, c'est dur, mais c'était fantastique. Tu vois des endroits qui sont merveilleux, mais la réalité du rugby, c'est que tu visites des hôtels, des terrains. Oui, faut se dire que c'est pas du tu vas tourisme. pas, si tu vas en Nouvelle-Zélande, tu passes pas une semaine à visiter, puis le week-end, tu fais ton tournoi. Ouais. C'est entraînement, hôtel, récup, et c'est ça. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tu as eu le sentiment, à travers tous ces voyages, de réussir à aller voir un peu les cultures est-ce que tu as réussi à t'imprégner un peu de ça? Parce que vous êtes allé quand même dans des places fortes, je pense, culturellement et rugbystiquement. Et en rugby à 15, oui. Plus. En rugby à 15, tu as plus de temps. Donc, tu as plus le temps de t'intégrer à la culture. Tu as plus le temps d'aller visiter des choses, de vraiment faire des activités. En rugby à 7, tu as une journée, voire une demi-journée par endroit pour vivre ça. Donc, je dirais qu'au niveau culturel, tu as très peu le temps puis l'opportunité de rencontrer les gens locaux. Là où tu vas faire des échanges culturels, c'est avec les autres équipes. Donc, tu es tout le temps avec les autres équipes, c'est toujours les mêmes. Donc, tu finis par avoir un petit peu un ressenti culturel en côtoyant ces personnes-là, que ce soit les Fidjiennes, les Japonaises, les Néo-Zélandaises, les Anglaises, quoi que ce soit. Tu finis par avoir le ressenti autant sur le rugby, parce que chacun a vraiment son type de rugby, qu'à l'intérieur, tu les croises dans les corridors, tu leur parles. C'est pas les mêmes relations, donc ça, c'était plutôt cool. Mais malheureusement, sur le terrain, dans les pays dans lesquels on est allé, on a très peu eu d'échanges culturels avec les gens sur le terrain. Tu parles du rugby à 15, justement. Donc là, on est en 2013. Ta première sélection, c'est quand même une grosse année pour toi, 2013. Ouais. Première sélection, rencontre avec Julien, qui va devenir ton futur mari. Donc c'est François Ratier qui te repère à l'époque, qui te demande de venir avec l'équipe à 15. Est-ce que justement pour toi, c'est comme une suite dans ta carrière? Est-ce que c'est un aboutissement? Est-ce que c'est une motivation? Le rugby à 15, en fait, moi, ce qui est arrivé à ce moment-là, en 2013, on a eu la Coupe du Monde à 7 à Moscou. Ouais. Et je suis revenue de la Coupe du Monde. J'avais une sélection, ma première sélection pour le rugby à 15, elle était à l'été, et là, je m'étais cassé le pouce. Oui. Et les entraîneurs m'ont dit, t'as pas le droit d'y aller. Et là, j'ai pleuré, parce que, en fait, j'ai manqué ma première sélection avec les filles, beaucoup des filles du Québec, là. Steph Bernier était là, Marc-Pierre avait déjà eu une sélection, mais tu sais, c'était comme le début de la grosse génération qui allait s'en aller jusqu'à la Coupe du Monde de 2014, puis moi, j'ai passé à côté. OK. Mais j'ai passé à côté, puis j'ai rencontré Julien. Ce qui est une bonne chose finalement, comme quoi le destin des fois. Le destin a fait que, j'avais la main cassée, j'avais pas le droit d'y aller, puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai vendu une voiture. Donc, j'ai rencontré Julien au travers, oui, du rugby, mais lui cherchait une voiture. J'ai vendu la voiture qu'on avait à vendre, puis c'est au travers de ça qu'on s'est rencontrés. On n'a pas fait exprès de tomber en amour, vraiment pas.
Non. C'est En même temps, un peu... c'est bien aussi. Ben c'est bien. C'est On pas- cherchait pas ça. Moi, je cherchais pas ça. J'étais à Québec pour un mois. Je voulais relaxer, voir mes amis. J'allais au club de rugby de Québec, puis tout ce que je faisais, c'était déranger en arrière parce que parce que je voyais mes potes pour la première fois depuis un an. Euh, mais de vivre ça, ben on s'est rencontrés. Puis après un mois, ben là, on se rend compte qu'il faut que je retourne dans l'Ouest. Lui était à Québec. Ça faisait quelques mois qu'il était au Québec, étant arrivé de France là au mois de mars. Puis après ça, il s'est dit ben qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le grand saut? Est-ce que je m'en vais la rejoindre après un mois de relation dans l'Ouest ou pas? Mais en même temps, tu vois, c'est un peu le parallèle sur le choix que tu as fait un an et demi à l'avance, où toi, tu es parti naïvement en disant let's go, j'y vais. Lui, il m'a dit qu'il avait fait la même la chose. même chose. Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça fait parce qu'il est venu te rejoindre quelques mois après? Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien d'avoir... Parce qu'avant, tu étais seul sans être seul parce que tu étais avec le groupe de filles, mais là, d'avoir ton chum avec toi, qu'est-ce que ça faisait là-bas? Ben, au début, c'était quand même compliqué parce que on se lançait dans une espèce d'aventure sans savoir. Moi, j'étais dans une coloc, mais là, j'ai quitté la coloc avec Julien. On s'est installé, puis on s'est installé tout de suite dans un quotidien où est-ce que lui, bon, à ce moment-là, il y avait les permis de travail. Ouais. Qui était compliqué. Donc, il a commencé, il pouvait travailler. Après ça, il y avait plus de permis. Après ça, il a retrouvé un permis. Ça a été compliqué. Il parlait pas anglais. Ouais. Il m'a dit que ça avait été un peu difficile parce qu'il a dit, je le cite, il a dit, j'avais mon anglais scolaire comme en France. Ouais. Puis là, je suis arrivé, ça m'a frappé. Ah ouais, lui, ça l'a frappé complètement. Et ce qui lui a permis, en fait, de s'intégrer, c'est qu'au travers de ça, bon, on avait un club de rugby là-bas, Castaway Wanderers, et c'est un peu par le club qui s'est fait un réseau qui était là-bas, par le club, par l'emploi, parce que moi, je n'étais pas tout le temps là. C'est ça. Lui est venu, lui, il était là à 100%, mais moi, j'étais tout le temps parti faire des tournois à gauche, à droite. C'était ça ma prochaine question, parce que justement, toi, tu repars faire tes tournois. Comment vous arrivez à gérer ton rythme, à maintenir cette relation-là, justement? Ben, ça a été un peu comment je peux dire, c'est le jour où il est arrivé à Victoria, moi, 2 jours après, je partais. Ouf. Je partais, j'étais supposée de partir pour une semaine, puis finalement, je suis partie pour 3 semaines. Ouh. Parce qu'il y a une fille qui s'est blessée, ça a été moi la prochaine en sélection et tout. Et ben, ça a été comme, en fait, si tu veux faire partie de l'aventure, il faut que ça soit ton aventure aussi. Oui, tu peux pas juste être avec moi. C'est ça. Faut que ce soit toi et moi. C'est ça. Puis c'est un peu, je pense, comme ça qu'on a établi toute notre relation. Ça a été notre aventure. Ça a été son aventure, mon aventure et notre aventure. Mhm. Donc, il était capable de vivre. C'est quand même quelqu'un qui était très autonome. Il était capable de vivre par lui-même. On a été capable de vivre à 2. Puis moi, ben, il fallait que je sois capable de faire mes trucs au travers de ça. Puis la réalité du sport de haut niveau, c'est très, très égoïste. Tout est un peu basé sur mon petit bien-être, comment mon corps se sent, est-ce que j'ai besoin de repos, est-ce que j'ai besoin d'activité. Puis, au travers de ça, ben moi, ce que j'ai retrouvé dans Julien, c'est quelqu'un qui me supportait à 200% et qui était capable d'avoir son propre projet au travers. Fait qu'on s'ennuyait, on se parlait à peu près à tous les jours, quand il y avait de l'Internet, parce qu'il y a des places où on ne l'avait pas tout le temps. Mais on essayait de se parler, on gardait la communication, on gardait tout ça, mais on s'est habitué un peu à s'ennuyer. Puis quand on était ensemble, ben, on avait un quotidien dans lequel on était très, très confortable. Fait que c'est un peu l'échange entre ces deux moments-là qui a été notre vie pendant plusieurs années. En avant, justement, donc 2014, première Coupe du Monde à 15 en France, dans le pays... Dans le pays de Julien. Ouais, c'est ça. C'est la première grosse compétition pour toi, même s'il y avait eu la Coupe du Monde à Moscou, mais c'était quand même un peu plus confidentiel, on va dire. Comment tu l'abordes, cette compétition? Naïvement. Naïvement aussi? Ah oui, absolument. J'ai pas idée à quel point le rugby à 15, ça fait mal en international. Même si j'ai fait des matchs, j'avais pas fait un tournoi, une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est soutenu, c'est dur, ça tape. Et de faire un peu tout ça, de le vivre, je pense que toute l'équipe était un peu naïve.
Parce que nous, on y croyait tellement, mais après, on s'est rendu compte que le reste de la planète y croyait pas. Mais C'est ça, justement, parce que vous n'êtes pas du tout favorite en arrivant. Vous êtes même... Tu sais, moi, je l'ai regardé, cette Coupe du Monde, j'étais en France, puis j'avais pas du tout encore été au Canada, jamais. Puis justement, tu sais, que vous vous hissez en finale en battant la France en demi, à Jambouin, devant 17 000 personnes. Je t'avoue que sur l'essai de Magali, j'ai jeté la télécommande. Je me suis dit, qui c'est ces filles? Comment elles réussissent ça? Comment elles arrivent aussi à... Parce que les avants de la France étaient considérés comme dominantes. Comment elles arrivent à les contrer? Comment elles arrivent à jouer comme ça? Comment vous avez justement abordé en tant que outsider cette compétition? Comment vous êtes senti? Est-ce que c'était une source de motivation? ben nous, c'était une source de motivation, mais aussi on savait que les autres allaient nous prendre de haut. Et on s'est servi de ça pour leur montrer qu'en fait, on savait jouer, qu'on n'était pas l'équipe que tout le monde étudiait. On était l'équipe qui avait un peu pas d'affaires là. Puis, à cause de ça, ben, on pouvait faire des choses qui ont surpris les autres. Mais dans l'intensité, dans le combat, dans la volonté de gagner, dans la volonté d'exister sur le terrain de rugby, ben on a surpris beaucoup de personnes. Puis je pense que cette Coupe du Monde-là a surpris un peu toute la planète. Ça a été le moment où le rugby féminin a explosé, je dirais. Et tu penses à l'essai de Magali, mais tu penses aussi à l'essai d'Elissa, où est-ce que ça navigue, la lecture de la défensive, elle était là. Et on avait tellement une belle équipe, nous, on y croyait tellement. Et en finale, on a été moins bonne. Mais au final, on s'est quand même rendu, tu sais. Non, c'est ça. Mais justement, tu sais, sur la demi, tu sais, quand tu vois Magali marquer, puis que tu sais que vous allez prendre l'avantage sur ce moment-là, c'est quoi tes impressions sur le terrain? Est-ce que t'es hystérique ou est-ce que tu arrives justement à dire, OK, on a marqué, on garde le sang-froid, continue à appliquer? On a essayé de garder le sang-froid. Et je dirais pas qu'on a réussi parce qu'après, on a pris un carton jaune. C'est vrai? On a gagné par 2 points. Ça s'est passé à ça. Et de sentir tout le stade contre toi. Parce que là, c'était pas 17 000 personnes, c'était 17 000 Français. Et peut-être 150 Canadiens, tu sais, qui étaient dans les estrades. Et tout ça, ça nous a comme resserré sur le terrain. Et de se retrouver là, c'était chaque fois que tu avais quelque chose à faire, c'était la chose la plus importante de ta vie. Puis là, justement, défaite en finale contre l'Angleterre. Est-ce que vous pensez justement que en gagnant la demi devant 17 000 personnes, c'est un peu comme si vous aviez déjà gagné votre finale? Tu sais, ça me fait penser à la France qui s'était rendue en finale en 99 contre l'Australie. Ils avaient battu les Blacks en demi. Ils avaient fêté ça comme s'ils étaient champions du monde. Puis finalement, la semaine d'après, difficile. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça qui vous est arrivé? Un petit peu. Avec du recul, je pense qu'on manquait l'expérience, on manquait le pragmatisme un peu des équipes qui sont habituées de gagner. Parce que là, on avait remporté ça, c'était fou. Les médias sociaux avaient explosé. Dans le temps, c'était le début des médias sociaux. Là, ça avait explosé. On n'avait pas été capable de dormir la nuit. Mais au travers de ça, je pense que dans notre préparation, ça a pris un peu tout le monde de court, l'espèce d'euphorie qu'on s'attendait pas nécessairement à vivre. Ça a pris autant les joueuses que le staff dans notre préparation pour la finale. On était une jeune équipe. Ouais. Et c'est ça qui est ressorti dans ce match de finale. L'autre équipe était mieux préparée. Tout simplement, elles ont joué un meilleur rugby et pour nous, ben c'était d'apprendre comment on fait pour remporter ces matchs-là, pour se préparer pour ces matchs-là. Moi, c'est ce que j'en ai retenu quand tu fais ton débrief à la fin puis que tu es passé à ça, en fait, de réaliser un peu l'improbable. Tu te demandes qu'est-ce qui a manqué, puis on a manqué d'expérience collective. Justement, après cet événement, c'est le retour au quotidien, on va dire, 15-7 avec les deux équipes. Puis là, on arrive jusqu'au grand événement donc que tu parlais, de ton cycle que tu étais allé pour, donc les JO à Rio en 2016. Est-ce que justement, quand tu es arrivé là-bas, parce que le Brésil, encore une autre culture, est-ce que tu as senti ce choc culturel?
Le Brésil, c'est un des pays que j'ai ressenti la culture le plus parce qu'après, notre tournoi était au début des Jeux, puis après ça, j'ai pu justement faire l'expérience de c'est quoi le Brésil et c'est tellement un beau pays. Les gens sont gentils, les gens veulent faire la fête. J'ai adoré prendre le petit presque 2 semaines pour m'immerser dans cette culture brésilienne. Autant que les paysages sont à couper le souffle, autant que les gens sont fantastiques. Donc, je dirais c'est peut-être un des pays que j'ai réussi à plus rencontrer, si je peux dire. La vie des JO, c'est spécial. T'es dans un village, c'est comme un campus universitaire presque, avec tout du monde qui sont là pour les mêmes raisons que toi. Mais ça a été une belle expérience, très stressante au niveau des jeux en soi, au niveau de la compétition. Mais quelle belle expérience, puis de ramener une médaille olympique au Canada. En rugby, on se disait c'était mission accomplie parce que nous, ce qu'on voulait, l'équipe de 2016, c'était de montrer le rugby aux Canadiens, de montrer à quel point c'est un beau sport, à quel point il y avait quelque chose à faire au Canada dans ce sport-là. Puis c'était un peu notre seul objectif, en fait. C'était de ramener une médaille pour pouvoir la partager avec le pays. C'est ça, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, c'est le retour du rugby au JO, puis c'est la première fois le rugby à 7, parce qu'avant c'était du rugby à 15. Puis ça a été un événement partout, dans tous les pays de rugby, ça a été un grand événement, même si les gens au début savaient pas trop comment ça allait être, comment c'était. Puis finalement, vous ici, vous étiez partis un peu en inconnu. Puis là, vous faites un très beau parcours encore, médaille de bronze, vous battez encore la France en quart. Là, c'est la défaite face à l'Australie qui était un peu, pas l'épouvantail, mais une nation dominante. Puis vous battez la Grande-Bretagne pour la petite finale. Est-ce que vous pensez que vous êtes encore perçus comme des outsiders, que vous n'êtes pas vraiment respectés pour ce que vous êtes, ou c'est parti, c'est plus le cas à ce moment-là? À ce moment-là, c'est plus le cas dans le sens que en rugby à 7, tu as des tournois toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais à tous les mois pour établir un peu ce ranking-là. Puis on était 3e au monde. Donc, on a terminé exactement là où on était supposé être. Et pour nous, c'était le minimum parce que le tournoi juste avant, on l'avait remporté. Okay. Donc, il y a personne qui arrivait contre le Canada en rugby à 7 en disant ça va être facile. C'était plus le grand public. Le grand public savait pas. Encore que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada. Ouais. Puis, justement, ça fait quoi de se sentir un peu précurseur dans ton sport? Est-ce que c'est quelque chose qui te met encore plus la pression ou est-ce que ça t'excite encore un peu plus? Je pense que c'est un privilège. C'est excitant dans le sens que tu te dis, ben, j'ai la chance d'amener mon sport à un autre endroit. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans le sport qui vivent ça. C'est à la fois un privilège, c'est à la fois une responsabilité. Ah ouais. Mais le sport féminin, étant ce qu'il est, puis étant là où il est dans sa progression au niveau du public, je pense que c'est une grande responsabilité. Mais à la fois, on aimerait ça pouvoir se dire, ben, on veut juste faire partie du monde du sport au même titre que tout le monde. Puis c'est un peu notre objectif pour les prochaines générations, c'est que ça soit rendu normal de faire du rugby, d'être une fille, de faire du rugby au Canada. C'est 3 choses qui, dans différents contextes, mais ça choque. Puis justement, là, donc, bon, comme j'ai dit tantôt, vous partez en inconnu, vous revenez avec une médaille, la notoriété explose. Vous êtes plus reconnu, le rugby explose aussi. Ouais. Comment tu arrives à gérer cette notoriété un peu soudaine, cette reconnaissance aussi? Comment j'arrive à la gérer? Personnellement, je la prends vraiment juste comme un privilège parce que tu dis les mêmes choses que tu disais avant d'avoir une médaille, mais la différence, c'est que tout à coup, tout le monde t'écoute. Ouais. Donc, pour moi, c'était important d'utiliser ma voix aux bons endroits, de la bonne façon, de faire attention justement à ce que je dis pour permettre à mon sport de continuer d'évoluer puis de continuer d'exister dans ce monde-là. Je réalisais un petit peu l'impact que ce que je disais pouvait avoir sur quelqu'un, même si... Donc, tu fais un peu plus attention à qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes, mais en même temps, tu veux pas perdre la personnalité que tu as parce que sinon, ça devient un peu
emprisonnant. Là. Tu veux pas... tu veux pas être dans un personnage. C'est ça. Tu veux pas être dans un personnage, mais réalistement, il y a des choses qui changent dans la perception des gens. Puis ça, d'apprendre à naviguer ça, c'est un peu spécial. Justement, ça change dans la perception des gens, mais ça change pas dans ton quotidien un peu. Il n'y a pas de gros sponsors qui rentrent, il n'y a pas de... Comment tu arrives à le gérer de dire, regarde, on est ultra performante au niveau international, on amène des médias, on a de la notoriété, mais finalement, il n'y a pas de conséquences concrètes. Il y avait pas les conséquences concrètes, puis je me suis rendu compte que de faire ces choses-là, c'était peut-être pas suffisant pour amener les conséquences. Donc, pour moi, à ce moment-là, ce que j'ai réalisé, c'est que si je veux avoir des changements, il faut que j'aille voir les personnes qui décident puis leur demander. Donc, c'est là que je me suis... tu sais, moi, je suis allée présenter des propositions au CA, à Rugby Canada. J'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus à l'extérieur pour justement amener cette égalité-là, au moins dans notre monde de sport, où est-ce qu'on était capable de contrôler. Ouais, collectivement, on était capable de contrôler. Pour moi, c'était d'avoir une action là où je pouvais avoir une action. Si je me perds dans tout faire en même temps, ben j'amènerai pas ce que je veux vers une direction. Donc, c'était vraiment de faire les bonnes actions au bon moment, puis de développer au bon moment les bonnes choses. Puis donc là, ça commence à changer un peu, mais en même temps, il y a une sorte de période un peu moins bien qui arrive. Là, on est sur une période à peu près de 2017-2021. Vous faites la Coupe du Monde en Irlande en 2017. 5e place. Grosse défaite en poule contre la Nouvelle-Zélande. Grosse défaite, c'est quand même 48-5. Ouais. C'est pas un tien. Vous remobilisez pour les matchs de classement, vous les survolez, vous mettez, je pense, 40 et 50 points aux deux équipes. Comment tu expliques justement ce parcours de passer de médaille d'argent à la Coupe du Monde, mais 2e place, Rio 3e, puis là 5e? La réalité, c'est qu'on savait très bien que le match contre la Nouvelle-Zélande, pour nous, en poule, c'était un quart de finale. À cause du format de la Coupe du Monde à ce moment-là. Il n'y avait pas encore de quart de finale, donc c'était les premiers et le meilleur deuxième qui passaient en demi-finale. Et on savait très bien que le match contre la Nouvelle-Zélande, c'était notre quart de finale. Ça passe ou ça casse. Pour moi, on avait manqué un peu de profondeur au niveau de l'équipe. On avait manqué de travail dans le contact avant la Coupe du Monde à cause d'une quantité de blessures. Tu peux pas faire une Coupe du Monde à 22. C'est simple. Je dis 22, mais ça te prend un bassin d'à peu près 30, 35, 36, 37 athlètes que tu es prêt à mettre sur le terrain. Puis t'en changes un. Faut que tu ailles la quantité d'athlètes, même si ça crée des déceptions parce qu'il y en a qui voient moins de terrain ou il y en a qui sont pas invités, qui sont des réservistes, mais ça te prend cette quantité d'athlètes-là pour être capable de passer au travers d'une Coupe du Monde aussi intense, parce que sinon, faut que tu diminues la quantité de contacts. C'est un peu ça qui s'est passé. Moi, mon autopsie de cette Coupe du Monde-là, ça a été ça. Puis là, 2017, tu te blesses au genou aussi. Ouais. 1 an et demi pour t'en remettre, qui au départ, tu pensais que c'était une petite blessure, ça traîne. Comment tu gères cette blessure puis ce long temps de réhabilitation? Pour moi, en fait, ce qui était arrivé, c'est que j'avais blessé mon ménisque dans le 2e match de la Coupe du Monde. Ouais. Et la première chose que le médecin me dit, c'est je peux t'opérer demain, puis moi il dit puis ça va être correct. Puis là, je dis OK, ben je peux-tu jouer dans 7 jours? Puis il me dit ben non. Donc j'ai joué Encore blessé. Naïvement. Encore naïvement. J'ai joué blessé. Premièrement, on te dit que c'est les ménisques. Tout ce que tu penses, c'est phew, ça sera pas un croisé. Ouais. La blessure qui hante un peu tout le monde, c'est les fameux croisés. Mais bon, je me dis, ça sera pas trop grave, ça fait mal, mais c'est pas la fin du monde. Là, je suis partie sur une série, en fait. J'ai essayé de le guérir sans vraiment faire l'opération. Ça n'a pas fonctionné. On a fait la première opération, on enlève une portion de mon ménisque, ça fonctionne. Puis là, je pars dans l'espèce de tourbillon de ça devrait mieux aller, ça va pas mieux, pourquoi?
Et ça a Mentalement, duré, c'est dur à gérer ça. dur. C'est très, très dur parce que tu te dis, OK, dans 3 mois, je vais être correct. OK, dans 6 semaines, je vais être correct. OK, dans 8 semaines, je vais être correct. Là, on essaie des injections, on essaye des attelles, on essaye plein de choses. Puis finalement, mon genou, il gonfle toujours. Je suis atrophiée de ma jambe, je marche tout croche, j'ai de la misère à m'entraîner, je peux pas faire un squat à 90. Donc, au travers de ça, ce que j'ai appris dans mon parcours de blessure, c'est focus sur qu'est-ce que tu peux faire, puis ce que tu peux contrôler, mais pas la charrue devant les bœufs parce que tout le monde, en fait, te pose des questions puis tu n'as pas les réponses. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Même les médecins n'ont pas les réponses pour toi. Les médecins n'avaient pas la réponse. Moi, j'avais pas la réponse puis je faisais tout ce que je pouvais faire, mais au final, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis au final, il y avait une autre déchirure derrière mon ménisque qui causait problème, qui était probablement là avant, mais qu'on a soit manqué ou soit ignoré. Puis c'est celle-là qui causait autant de problèmes. Puis on l'a trouvé finalement en retournant en chirurgie. Puis pendant tout ce temps-là, moi, j'ai pas de salaire. Ah. Parce que en passant du rugby à 7 au rugby à 15, j'avais perdu mon brevet. C'est ça. En perdant mon brevet, ben là, j'ai pas de salaire. Fait que là, on vit un peu comme ça avec des petits contrats à gauche, à droite. Je fais des conférences, mais tu sais, j'ai pas de salaire. Puis je sais que si je me prends une job à temps plein, mon rêve sportif est terminé. C'est terminé. Tu y retourneras plus, surtout qu'en plus, il y a toujours le spectre de mon genou est fichu. Ouais. Je vais arrêter ma carrière, je vais me reconcentrer. C'est ça. Puis là, tu reviens, tu commences à reprendre le rythme. Ouais. Covid. Coup d'arrêt. Ouais. C'est pour ça que je disais que c'était une période un peu plus sombre, Ouais. dans un pas hyper grave, mais sombre, tu sais. Sombre. Comment sombre. Ouais, Comment dur. tu vis cette période en tant qu'athlète de haut niveau, la Covid? Est-ce que vous êtes d'ailleurs, vous étiez toujours à Victoria ou vous étiez revenu au Québec? On était à Victoria quand c'est arrivé, puis jusqu'à une semaine avant, on pense que on pense encore que c'est une grippe, tu sais. On pense encore que ça aura pas d'impact sur les choses. Même quand le virus était sorti, on était en Australie et on dit inquiétez-vous pas, le virus est en Chine. On était comme on s'en fout de ton virus. C'est loin la Chine. Ouais, c'est loin la Chine, même si on n'était pas loin. Ouais. Et en fait, la première chose qui arrive vraiment, c'est que quand le lockdown arrive, on se dit OK, c'est pour une période. Et la première chose qui arrive, c'est que le comité olympique dit on n'enverra pas le Canada aux Jeux. Et ça a été comme une espèce de crochet venant du champ centre. Là. Parce que c'est ton objectif suprême, les JO. C'est ton objectif. Puis aussi, moi, je m'attendais à ce que les JO soient peut-être cancellés, peut-être reportés. Mais je m'attendais pas à ce que le Canada nous dise, peu importe ce qui arrive, nous, on y va pas. Okay. On dirait que si les JO étaient cancellés, il y avait rien que je pouvais faire. Si les JO étaient reportés, ça décale mon objectif. Mais on dirait que ça, je savais pas comment faire. Je savais pas comment le gérer là, à l'intérieur de moi, de dire que ça se peut que les JO continuent, puis finalement, nous, on ira pas. Fait que la frustration, elle a été extrême. Et quand ils ont décalé les JO, là, ça a été une espèce de soulagement. C'est-à-dire, mais comme tu disais, ça va juste décaler ton objectif. Puis là, donc vous êtes à Victoria, tous les deux, lockdown? Pas tous les deux. Vous êtes même pas tous les deux? Non, parce qu'à ce moment-là, on était en train de prévoir la transition vers le Québec. OK. Et on s'est dit, Julien va retourner au Québec d'abord pour se placer, pour se trouver ce qu'il veut faire, puis pour qu'on cherche une maison, des trucs. Donc, lui était déjà parti au Québec. Et moi, j'étais à Victoria, puis on avait dit qu'on faisait 1 an à distance, comme ça, pendant que je terminais mon projet d'aller au JO. Et là, ça décalait un peu tout. Ouais. Mais comment toi, tu le gères là-bas, loin de tes proches, loin de tout? Comment tu le gères, toi? Ben, la réalité, c'est que je l'ai géré rapidement. Parce qu'à la seconde où ils ont mis le lockdown, à la seconde où ils ont décalé les JO, ce que le staff nous a dit, c'est prenez vos affaires, retournez chez vous avant qu'ils ferment les frontières entre les provinces. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ce qui nous restait de l'appartement, je l'ai mis dans un camion, j'ai vendu le reste, j'ai pris mon chien, puis j'ai traversé le Canada avec un U-Haul. Oh. Je me suis fait un lit dans mon derrière de camion parce que je voulais pas aller dormir dans des hôtels. Ouais. Et j'ai traversé le pays avec mon chien comme copilote. Puis quand je suis rentrée au Québec,
T'as fait 3 jours de sieste. Ben, en fait, j'ai dormi à différents endroits. Toujours dans la communauté de rugby, j'ai dormi dans l'entrée de différentes personnes dans chaque province. C'était énorme. Je les salue, tous ceux qui m'ont qui m'ont aidé. Et en rentrant au Québec, ils voulaient pas me laisser rentrer parce que je rentrais par l'Abitibi. Finalement, je parle aux policiers, je pleure. Je sors ma meilleure carte. Ils ont annulé les JO, ma vie est finie. et finalement, ils me laissent passer. Et je me rends jusque chez moi. Et là, le temps arrête, on dirait. Parce que on est en COVID, on sait pas combien de temps ça va durer. Et là, on s'entraîne tout seul, chez nous. Puis, pas de physio, pas de suivi. Le suivi à distance, mais C'est pas pareil. c'est pas pareil. Et moi, je deviens... j'ai réussi à me trouver de l'équipement de gym. Je deviens comme une montagne de muscles. Je suis plus capable de bouger, je suis plus capable de courir. Et ça a été vraiment une période là où est-ce que c'est... Tu vis au jour le jour. Et à un moment donné, ils te disent, bon, ben on revient. OK, on revient. Et c'était au mois d'août. Puis là, bon, je retourne à Victoria. J'habite chez des amis, j'habite dans des familles. J'ai plus de maison, j'ai plus d'appart. Là, c'est vraiment la débrouille. Ah ouais. Et... Est-ce que ça te forge justement ton caractère? Tu avais déjà ton caractère, mais est-ce que ça te montre encore plus de résilience? Est-ce que ça te... Oui, sûrement. Mais de vivre dans une autre famille, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Parce que tu apprends en fait le fonctionnement d'une famille à l'extérieur de la tienne. Et ça, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. On n'a pas l'occasion de faire ça. On sait que la vie fonctionne d'une façon parce qu'on a été élevé d'une certaine façon. Puis là, j'ai été parachutée dans une famille avec 2 adultes, 2 jeunes ados. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans, puis ils m'ont accueilli pendant 2 mois. Puis de voir comment ils fonctionnaient, je trouvais ça tellement enrichissant, tellement cool. Et évidemment, je les remercie de m'avoir accueilli, mais ça a été une super belle expérience. Puis après ça, ben, je me suis trouvé une chambre là, dans une maison chez une de mes amies. Puis c'est là que j'ai passé un peu le reste de mon entraînement, mais on était séparés et c'était pas facile. Puis là, la COVID se calme un peu, vous recommencez, Ouais. donc tu dis à reprendre un peu l'entraînement, à retrouver un peu la communauté, ce qui fait votre quotidien. Puis là, il y a une affaire qui arrive aussi, donc il y a une sortie de votre part dans les journaux, je vais recontextualiser. Puis finalement, vous vous plaignez donc des méthodes d'entraînement, du contexte psychologique qu'il y a autour. Il y a une enquête, finalement le coach, votre coach A7 démissionne. Puis vous avez un coach intérimaire jusqu'au JO. Ouais. L'affaire est quand même assez médiatisée. Quand j'ai cherché, j'ai vu beaucoup d'articles, de vidéos sur ça. Comment justement tu te retrouves, comment tu te retrouves mentalement? Parce que là, ça commence à faire. Il y avait une Coupe du Monde qui avait pas été très bonne, ta blessure, le Covid, cette affaire-là. Comment mentalement encore t'arrives à passer au-dessus de tout ça? Je pense que la motivation à ce moment-là, c'était de rendre les choses meilleures pour la suite, avec un peu en sachant que ça pourrait nous coûter très très cher à nous, là, cette génération-là qui était là. C'est ça le risque aussi, c'est de vous faire mettre sur la touche par rapport à ça. Absolument. Puis moi, je le savais. Je savais pas à quel point ça allait être dur. Mentalement, tu sais, en tant qu'athlète, on vit beaucoup de choses, même si on est dans un environnement assez fermé. On pense qu'on est comme un peu plus fort que tout le monde jusqu'à temps que là, on a craché, mais je pense qu'on a craché toute la gang. Et ça a été vraiment, vraiment difficile de se rendre, de terminer le projet, de continuer. Ça a-tu été un burn-out, ça a-tu été une dépression, je sais pas, mais psychologiquement, ça a été vraiment, vraiment difficile et très, très long de revenir de ça parce que tu te retrouves dans un état un peu de stress intense tout le temps, puis t'as plus de solidité, mentale. Et je me suis demandé pendant longtemps combien de temps ça allait prendre avant que ça revienne. Puis là, coûte que coûte, vous arrivez donc jusqu'au JO de Tokyo qui se font en 2020 pour le coup. Ouais. Puis là, 9e place. C'est une très grande déception pour vous. Ouais. Avec le recul, comment tu analyses cet échec? Malgré tout le contexte qu'il y a eu,
j'analyse cet échec-là par le fait que, on a eu la COVID quand on est revenu d'un tournoi de préparation. Toute la gang, on a été en isolement pendant plus de 2 semaines là, collectivement. Cet événement-là nous a un peu scié les jambes au niveau de l'entraînement. Puis quand on a repris l'entraînement, on était en mode j'essaie de rattraper ce qui m'a manqué. On a manqué de contact. Tout simplement, on s'est fait exploser dans le contact. Mais est-ce que tu penses que justement toute cette pression qu'il y avait eu avec l'affaire, la COVID, mentalement, vous n'êtes pas arrivé rincé? Tu m'as parlé de burn-out, de dépression. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement arrivé brûlé? On est arrivé brûlé, mais au final, je pense pas que c'est ça qui a changé quelque chose sur le terrain. On est arrivé brûlé mentalement dans une situation super difficile, puis c'est probablement impossible de performer à cet endroit-là, mais je pense que ce qui nous a vraiment manqué, c'est la préparation physique qui avait été complètement hachée par toutes ces situations-là. Est-ce qu'un meilleur état mental nous aurait donné peut-être un meilleur résultat? Probablement. Est-ce que ça aurait vraiment changé ce qui s'est passé? Parce que le rugby à 7, c'est du rugby à 7. Oh ouais. Ça arrive comme ça. On a eu un concours de circonstances, 2 grosses blessures dans une game. En rugby à 7, ça arrive très rarement. Et au final, ben oui, c'est mon pire résultat à vie. On bascule un peu sur le côté un peu plus choc de culture, comme on parlait tantôt. Le Japon, autre choc culturel. Ouais. Est-ce que malgré le confinement, vous avez réussi un peu à voir un peu la culture japonaise ou pas du tout, vous étiez juste totalement JO? On était totalement JO. On était enfermés. C'est ça, oui, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait rien. Ouais. Est-ce que tu penses justement que ça a pu comme gâcher cette aventure-là, dans le sens au niveau culturel, je parle? Absolument. Ça a gâché un peu l'expérience culturelle parce que, 1, il n'y avait personne. 2, on n'avait pas le droit de sortir. Toute l'espèce d'aspect COVID a rendu les JO vraiment, vraiment sans saveur pour moi. Et on est reparti tout de suite le lendemain. Dès qu'on avait terminé, tout le monde partait. Donc, on n'a pas découvert le Japon, qui est un si beau pays. On n'a pas eu vraiment l'occasion de vivre la culture japonaise. C'est un peu la tristesse de ces moments-là. Après, on comprend pourquoi. On comprend le pourquoi du comment, mais c'est vrai que ça a un peu ruiné l'expérience. Puis là, donc, tu finis cette expérience-là. On bascule en 2022. 2022, une année très chargée pour toi. Il y a le CNDF qui est donc te recrute ici comme entraîneur-chef, gestionnaire du projet rugby ici. Il y a ton aventure à Bordeaux. Puis, il y a la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande dans le fief du rugby mondial. Puis chez les tenants du titre, si je me trompe pas en plus. Donc là, on va commencer par le CNDF vu qu'on est dans leur structure. Donc tu es recruté, donc je disais entraîneur, chef du programme. Vous développez le sport-études. Vous faites partie des 3 sports d'excellence du CNDF. Pourquoi tu as accepté ce poste qui est dans ton horaire qui est surchargé encore? Pourquoi j'ai accepté le poste? Parce que ce qu'on m'a offert, puis au final, j'ai interviewé pour, mais ce qu'on voulait construire au CNDF, c'était l'égalité. On voulait construire quelque chose où est-ce que les filles allaient pouvoir faire la même chose que les gars ont déjà accès. Et moi, c'est ça qui m'a convaincue dans le sens que j'adore le rugby, c'est ce que je veux faire. Je crois fondamentalement que le rugby, c'est un bon sport de développement pour les jeunes. Et surtout, je crois que les filles devraient avoir autant de droits que les garçons quand c'est le monde du sport. Puis c'est ça qu'on voulait construire ici. On voulait construire un espèce de profil rugby féminin, comme il existe des profils de football dans presque tous les cégeps qui ont du foot. Et c'était quelque chose, c'est un projet qui était pour moi fondamentalement important, mais aussi qui était une chance inouïe de permettre à des jeunes de continuer leurs études au travers du sport. Bon, comme vous voyez, on a changé de lieu parce qu'il y avait du monde qui allait, des jeunes athlètes qui allaient pratiquer. Donc, Karen nous invite dans le vestiaire des filles de son programme. Ouais. Un chouette vestiaire pour vrai. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les mêmes au Québec. On est très choyés. En très, club, très parce que même en club, je pense que j'ai jamais vu un vestiaire. Déjà, je pense que j'ai jamais vu un vestiaire en club, peut-être une fois à Irish.
Mais non, vous avez vraiment des super belles installations. Ouais. Donc, on continue cette année 2022. Donc, Bordeaux, tu pars là de suite après ta tournée. Tu fais une demi-saison là-bas. Vous perdez en finale contre le Stade Toulousain. Comment tu as atterri à Bordeaux, justement? Comment j'ai atterri? En fait, moi, j'avais un projet pour préparer ma Coupe du Monde. Donc, c'était ça qui était important pour moi. J'avais un projet de 1 an ou d'une saison. Puis, il fallait que je me trouve un club. Je savais que pour jouer au rugby, pour être bon en Coupe du Monde, il faut que tu joues à toutes les semaines. Et le rapprochement avec la famille faisait que c'était beaucoup plus facile de penser à aller en France. Et on avait déjà plusieurs Canadiennes, Fabi, Justine et Andréane, qui étaient à Bordeaux. Donc, quand j'ai rencontré un peu les dirigeants du club, leur projet m'intéressait. Il y avait vraiment un projet là, concret d'augmenter la stature du club d'année en année, de construire quelque chose de vraiment bien pour le groupe. Et ça me parlait. Donc, je suis partie là-bas pour vivre une aventure d'1 an, essayer de mettre un peu la pierre à l'édifice, d'essayer de m'impliquer dans ce projet-là. Et j'ai vraiment, vraiment adoré mon année à Bordeaux. Est-ce que pour toi, ça a été un choc un peu culturel, la vie là-bas à la française, puis aussi au niveau du rugby? Parce que là, tu es dans un club qui est semi-pro. Comment tu t'as ressenti les choses en arrivant là-bas? Je dirais pas que j'ai vécu un choc. Le choc que ça a été en sortie de COVID un peu là de retourner dans la France qui vivait malgré tout quoi. Ouais. Et la chose que j'ai aimée de la France, c'est que chaque personne peut avoir son projet. Et j'ai vraiment aimé ressentir les valeurs de communauté qu'il y a au travers de ça. À la fois dans la façon de vivre, d'aller chercher mon pain à la boulangerie, de manger des trucs locaux, la bouffe, c'est génial. Mais aussi dans l'honnêteté entre les personnes, dans la vie de groupe, c'était différent. Donc, j'ai beaucoup aimé passer en France. Puis aussi, j'ai compris des choses sur même ma relation avec Julien parce que lui, étant français, je comprenais une portion de lui que je comprenais pas nécessairement encore, que je savais même pas que je comprenais pas. Tu comprends notre obsession pour la bouffe. Exactement. Exactement. Justement, tu fais une expérience courte. Tu as juste fait une demi-saison. Est-ce que tu as eu, tu penses, assez le temps pour bien t'imprégner de la culture locale, puis d'avoir un vrai projet d'immigration, ou ce fut trop court? Ce fut trop court, mais je pense que mon projet d'immigration était là quand même parce que au travers de ça, le club m'a épaulé pour aller chercher ma citoyenneté. Donc, je suis maintenant citoyenne française au même titre que Julien est citoyen canadien. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très bien, de spécial, de vivre ça. Mais quand je vais en France, en fait, ça m'a donné un peu mes racines françaises, elles sont à Bordeaux. Donc oui, on a de la famille qui est du côté du village de Julien, mais pour moi, Bordeaux, ça devient un peu ma place de cœur. Et je ressens quand même un profond attachement pour le club, pour les gens là-bas. Donc je dirais que même si ça a été court, ça a été très, très bien. Puis là aussi, c'est ta première fois où tu vas dans un pays de culture rugby, en plus Bordeaux, dans le sud-ouest. Est-ce que tu as pu un peu comprendre parfois le décalage qu'il y avait entre les joueuses de rugby canadiennes puis les joueuses de rugby issues d'un pays de culture justement rugbystique? Est-ce que tu as remarqué ces changements-là? Je les connaissais, ces changements-là, mais je dirais que ça les a confirmés. Ça a un peu confirmé pourquoi les filles là-bas, elles sentent le rugby un peu mieux, pourquoi elles tapent aussi fort, pourquoi elles plaquent aussi bien. Dans la culture rugbystique, dans la façon dont le rugby est joué, j'ai quand même vraiment pu apprécier les différences versus le rugby qu'on joue ici ou qu'on joue dans l'Ouest ou qui est joué un peu ailleurs. C'est sûr que quand tu analyses une équipe, tu comprends, mais quand tu vis les deux pieds dedans, là, tu le ressens un petit peu plus, puis tu t'imprègnes de ça. Donc, ça a été des changements que pour moi, ça m'a apporté des choses là, de vivre dans cette terre de rugby pendant quelques mois. Puis justement, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de plus? Ça m'a peut-être donné un petit côté français de encore moins me faire marcher sur les pieds.
Mais ce que ça m'a apporté de plus, c'est la compréhension, une compréhension un peu plus globale du rugby parce que tu es tellement imprégné de ce sport-là quand tu es sur place que c'est sûr que je pense que ma compréhension s'est améliorée. Mais tu sais, autant que moi, j'ai eu l'impression de pouvoir apporter au club, autant que le club m'a apporté. Puis là, à la fin de la saison, tu rentres au Québec. Pourquoi ce retour finalement? Le retour au Québec, premièrement parce que j'adore l'hiver. C'est la réponse simple. La proximité avec la famille, avec les amis, la possibilité de développer quelque chose de très bien ici avec mon emploi au CNDF, c'est vraiment des choses qui sont motivantes pour moi, d'avoir un projet ici. Donc, ce retour se fait en étant enrichi un peu de mes expériences extérieures, puis de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de différent. Je pense que je reviens outillée de plusieurs parties du monde, donc de pouvoir amener ça au Québec, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. C'est ça que je trouve qui est aussi important, c'est de se nourrir de cette immigration-là pour s'enrichir, puis le ramener chez lui. Ouais. Pour justement aller enrichir les autres, montrer qu'il y a d'autres choses différentes, parce que tout le monde n'a pas la chance aussi de voyager, d'aller s'imprégner d'une culture. Donc, je pense que c'est quand même important de le faire. Puis, je trouve que c'est très honnête de ta part de dire, j'ai vécu mon expérience, je reviens. Puis, tu sais, il n'y a pas de rancœur ou de choses négatives. Au contraire, tu prends ça comme une expérience plus que positive. Donc là, tu reviens. Puis, comme tu disais, l'objectif de fin d'année, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, dans le pays du rugby, parce que si on doit faire une comparaison Nouvelle-Zélande rugby, il faut parler Brésil football ou soccer ici, hockey Canada. Donc, comment, quand tu es arrivé là-bas, comment tu t'es senti justement? Est-ce que tu as senti de suite le fait que la Nouvelle-Zélande était le pays du rugby? On le sent directement quand tu arrives, c'est placardé partout. c'est simplement, c'est partout, t'arrives, c'est présent. Donc, t'arrives dans un pays où est-ce que c'est vraiment une terre de rugby, où est-ce qu'ils vivent au rythme de leur rugby, qui est un peu différent d'ailleurs aussi. Et c'est sûr que de vivre ça, de voir les stades remplis pendant les quarts, les demi, même les finales, c'était vraiment quelque chose d'inspirant. Ça donnait le goût de vivre cette Coupe du Monde-là, de savoir que c'était en Nouvelle-Zélande. Et c'est sûr que moi, c'était un gros objectif, mais c'était un objectif que j'avais pas envie qu'on passe à côté. Je pense qu'on avait une belle équipe aussi. Donc, on a quand même bien performé. Et tout ça mis ensemble, c'était vraiment quelque chose, une belle expérience. C'est ça, vous finissez 4e. Ouais. Vous perdez en demi contre l'Australie, si je me trompe pas. L'Angleterre. Vous faites plus que jeu égal avec elle quand même. Ouais. Je pense qu'il y a... J'ai revu le match, je me dis, il y a peut-être un peu d'indiscipline. Ouais. Tu sais, peut-être aussi, justement, parce qu'elles étaient très dominantes pendant ces années-là, peut-être, tu sais, un petit sentiment de... C'est elles les meilleures, on y arrive, mais... Ouais. Notre entame de match manque un petit peu. Et au final, il faut qu'elle marque un essai du bout du monde pour réussir à revenir. Donc, ça a été un match vraiment difficile, mais je pense qu'à ce moment-là, on a justement prouvé que même si on a peut-être moins de moyens que les grandes nations de rugby, qu'on avait quand même un rugby qui se comparait, qui existait. Et c'était de prouver qu'en fait, si on avait un petit peu plus, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de superbe. Tu penses que c'est une histoire de moyens, vraiment plus que peut-être d'état d'esprit ou plus de, comme on disait tantôt, d'attaquer le rugby plus tôt? Tu penses que c'est vraiment une histoire de moyens par rapport aux Anglaises qui sont par exemple professionnelles dans leur championnat? C'est sûr qu'il y a une histoire de moyens. Les Canadiennes, on est séparés un peu partout dans le monde pour jouer notre rugby. Ça s'améliore d'année en année. On travaille là-dessus. Les contrats sont de mieux en mieux. Puis aussi une question de jeunesse, peut-être au niveau de l'équipe, au niveau du staff. On avait une équipe relativement jeune. On avait de l'expérience au travers, mais tu sais, l'entraîneur-chef, c'est sa première Coupe du Monde. Il y avait plein de choses qui étaient nouvelles. Donc
vivre ces grands moments-là, ça prend l'expérience. Donc, je pense que la même cohorte est en train de construire vers une deuxième Coupe du Monde. Puis je pense que là, ça va être encore plus excitant de voir qu'est-ce que ce groupe-là peut faire. Tu penses que justement, tu sais, du fait que vous avez commencé à performer depuis 10 ans à peu près, depuis la Coupe du Monde en France, est-ce que tu penses que c'est ça justement le manque d'habitude aussi d'arriver dans ces zones mentales? Le manque d'habitude, puis aussi pendant les années où la COVID était là, il y a eu très peu de matchs. Oui. Et il y a eu très peu de matchs internationaux. Donc, le manque d'habitude ensemble de cohésion, de gestion, de moments, de quantité de matchs, de comment faire rouler tu sais, toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent. Tu peux pas passer par-dessus. L'expérience, elle vient en faisant des choses, en faisant des erreurs. Donc, de se relever dans des petits moments ça vient avec l'expérience. Puis pour moi, on était au début d'un cycle, même si on est une équipe qui a été performante sur une séquence de 10 ans, je pense que le fait qu'il y a eu la COVID, ça a un peu décalé tout ça et il fallait repartir la machine. Revenons à cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Vous finissez sur un gros couac, une défaite face à la France pour la match pour la 3e place, puis une grosse défaite, 36-0, vous êtes blanchi. Comment tu peux expliquer ce résultat après une si belle Coupe du Monde, un si beau groupe? L'état d'esprit, l'état de santé. J'ai pas encore regardé ce match-là parce que je l'ai jamais digéré, fait que je peux pas te dire. Est-ce que tu penses peut-être que toi qui étais à l'intérieur du groupe, vous aviez lâché mentalement parce que votre objectif c'était d'être champion du monde, comme chaque fois que tu attaques. Puis là, le fait de perdre en demi, est-ce que ça a pas fait une sorte de... Vous avez pas réussi à vous remobiliser? On a clairement pas réussi à se remobiliser au travers de la semaine parce que sinon on n'aurait pas eu un effet comme ça. On dirait que sur le terrain, on était un peu déconnecté. Et je t'avoue que le pourquoi du comment, j'ai... Trop tôt encore, comme on dit. Trop tôt. 3 ans plus tard, c'est trop tôt. Tu reverras ça à la fin dans 10 ans. Ah, peut-être, je pense. Tu rappelleras les filles, tu vois ça. Tu vois, je t'avais dit. Mais justement, tu dis que tu n'as toujours pas réussi à le digérer après 3 ans. Est-ce que ça t'a questionné sur la suite de ta carrière? Parce que t'es arrivé, tu avais 35 ans, plus de 10 ans de carrière à haut niveau. Est-ce que justement, ça t'a questionné sur la suite de ton aventure? Oui, parce qu'au départ, je pensais que j'avais terminé. Puis peut-être que j'ai pas envie de terminer là-dessus. Tu penses que justement, ça t'a toi redonné faim pour retourner à la base, après la Coupe du Monde, j'ai eu besoin d'une pause. Ouais. J'ai eu besoin d'arrêter un petit peu, de voir si j'avais encore envie de jouer en club, de m'amuser là simplement avec les copines. Puis là, j'ai repris l'entraînement en me disant, peut-être qu'en fait, j'ai encore envie de faire du haut niveau. C'est sûr que quand ça tape fort, quand ça joue vite, quand ça joue fort, j'aime ça. Et il y a un petit côté de cette déception que j'ai pas envie que ça soit la dernière chose que j'ai fait avec le maillot du Canada. Est-ce que j'ai vraiment un contrôle là-dessus? Pas vraiment. On verra qu'est-ce qui va arriver si je suis capable d'aller me chercher une autre sélection. Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté qui me motive là-dedans à vouloir... Un petit goût de revanche dans la bouche. Là. Un petit goût, ouais. J'ai pas envie de rester avec ce goût-là dans mes idées. On va enchaîner sur maintenant la suite, donc le futur. Maintenant que tu t'es un peu posé ici à Québec, au CNDF, c'est quoi pour toi ton avenir? Est-ce que tu penses à la prochaine Coupe du Monde? Ton avenir, que ce soit sportif, professionnel? Mon avenir, il est d'abord professionnel, dans le sens que j'ai décidé qu'ici, j'avais quelque chose à construire, puis j'ai envie de continuer. Il est aussi sportif. Je vais faire une tentative pour faire un retour en équipe nationale. Je le fais de façon assez sereine, plutôt différent de ce que j'ai vécu au courant des dernières années. Je connais les enjeux, je connais les risques, je connais le fait que ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça fonctionne pas. Je connais aussi un peu comment le faire. De prendre rien pour acquis, de se donner à 100%. Donc, je vais le tenter de façon à 100%, mais assez sereine. Tu le prends plus comme un bonus, en fait.
Ouais, puis depuis mon retour de blessure de 2017-2018, j'ai un peu cette façon de voir les choses-là. À chaque fois que j'embarque sur le terrain, c'est du bonus, c'est du plaisir, c'est pour tout donner parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. Donc, c'est un peu mon mot d'ordre, d'aller là, d'apprendre, de faire des choses nouvelles, de m'améliorer. Je pense que c'est un peu avec ça que je pars. Puis, on verra qu'est-ce que ça va m'apporter. Si ça m'amène vers une Coupe du Monde, ben tant mieux. Ce serait bien de finir sur une dernière Coupe du Monde. Ça en ferait 4. Ça en ferait Je 4. sais pas si c'est pas loin d'être... je pense que c'est 4 ou 5 le record, je me souviens plus, mais... Je pense que c'est 5. Je pense que c'est 5, oui. Ouais. Mais justement, est-ce que tu penses aussi que le fait d'être joueuse à côté, puis de viser Team Canada, puis une Coupe du Monde, est-ce que c'est un leadership un peu par l'exemple pour tes joueuses que tu entraînes au quotidien? Je pense que ça leur ouvre une porte, dans le sens qu'ils voient que c'est possible, ils voient que quelqu'un d'ici peut se retrouver avec un maillot du Canada. C'est une des choses que, pour moi, qui est importante de leur montrer à ces joueuses-là, c'est que mise sur tes forces, travaille sur tes faiblesses, puis continue, puis tu verras où ça t'amènera. La réussite, c'est pas c'est pas juste de se rendre là-bas, c'est ce que tu vis au quotidien. Et où ça t'amène, ben ça t'amène là où tu as envie d'y aller avec les objectifs que tu as, puis avec les étapes que tu fais. Donc, de leur montrer que ben pour moi, c'est ça l'objectif. Tu sais, si ça allume un petit rêve, ben tant mieux. Puis si pour elles, ben ça leur montre que peu importe c'est quoi leur objectif, qu'elles peuvent y arriver, ben c'est ce que je veux. C'est un peu l'image, tu sais, de l'iceberg. Ouais. L'objectif, c'est d'être international, mais tu sais, tu leur montres tout ce qu'il y a en dessous de l'eau, le travail, la discipline, l'ambition aussi, parce que c'est ça aussi des fois qui manque un peu, de se dire je suis capable de me rendre là. Puis je trouve que les filles de Québec le font de plus en plus. Tu sais, on parle de génération de Fabi, Justine, qui eux sont partis en France pour vivre leur rêve de jouer au rugby. Puis ça leur a permis aussi de consolider, je pense, leur place en équipe nationale. Puis c'est bien de montrer aux filles d'ici qu'on est capable. Puis même la fille de Boss, de Victoriaville, qui vient s'entraîner à Québec, ça montre que c'est une porte ouverte vers l'équipe nationale, puis vivre peut-être de sa passion plus tard. Puis toi, là, c'est sûr qu'en ce moment, tu es plus focalisé un peu sur le coaching. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire sur le long terme? Pour l'instant, j'adore ce que je fais. Mais une des choses que je veux leur montrer en étant ici, c'est l'échange. Et quand on part, on amène toute l'équipe, on s'en va en France, ça leur ouvre des portes. Puis de voir que j'ai des filles qui me disent, bon, ben moi, en finissant le cégep, j'ai envie d'aller faire un tour en Angleterre, j'ai envie d'aller faire une session en France. Pour moi, ça, c'est une réussite, de leur ouvrir un peu les horizons, autant par l'échange là-bas que quand d'autres personnes viennent ici, que ce soit des entraîneurs pour le pré-camp, que ce soit des jeunes qui viennent de l'extérieur, là, de la province pour venir pendant le camp de rugby qu'on fait au mois de juin. Ben cet échange-là, pour moi, il est tellement riche, mais de leur montrer en fait qu'elles peuvent aller chercher leur propre échange culturel. Ça, pour moi, c'est la grosse réussite. Tu sais, dans les critiques qu'il y a sur le rugby féminin, souvent, ils disent, et ce sont des hommes, qui disent, elles veulent prendre notre place, elles veulent ci, mais je pense que vous voulez pas prendre leur place, vous voulez prendre votre place. Ouais. Je pense que c'est quelque chose à préciser parce que, mais je trouve qu'ici, à Québec, les filles, d'ailleurs, je trouve qu'elles sont plus présentes. Le rugby féminin est certainement plus développé. On le voit, il y a 3 filles au club. Les filles sont au Rouge et Or alors que les gars sont une association. Est-ce que tu penses justement que à terme, puis je sais, tu l'as dit tantôt que c'était ton combat, mais que le Québec va être un peu l'exemple à suivre pour tout le reste du Canada? Est-ce que ce sera l'exemple à suivre? Peut-être. Mais je pense que les combats, ils sont menés parallèlement dans toutes les provinces. Donc, tout le monde essaie d'améliorer le sort du rugby, le sort du rugby féminin. Ici, on a une réalité qui est un peu différente, c'est certain. Mais est-ce que le miroir se fait pas dans l'autre sens? Est-ce qu'on n'est pas capable d'élever notre rugby masculin? Aussi, en même temps, ben ça serait très bien. Et je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est d'offrir aux jeunes une variété
de sports pour lesquels ils peuvent tenter, essayer, s'amuser, puis éventuellement rester dans le sport. Il faut qu'ils soient capables d'avoir accès à ça, il faut qu'ils soient capables de voir un peu où est-ce que ça peut les mener. Puis dans le monde du rugby, ben c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire. Et on verra dans les prochaines années comment ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est certain que le Québec est un endroit fort pour le rugby féminin et il faut que ça le reste. C'est quoi ton rêve justement pour le rugby féminin, puis le rugby même masculin, le rugby en général, au Canada? Moi, j'aimerais ça que quand quelqu'un parle des sports qu'ils vont voir au Canada, il y a le hockey, le soccer et qu'on dise le rugby. Donc, tu veux être dans les top sports. Je veux que le sport de rugby soit un des top sports au Canada parce que les joueuses canadiennes sont des tops au monde. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas tout simplement être un des top sports au Canada qui est le plus accessible, qui est le plus organisé? Il n'y a pas de raison qu'on ne le devienne pas. Non, je pense que ça peut se développer. Puis en plus, les Canadiens aiment les sports de contact. Exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir accrocher au panthéon des sports en espérant que les résultats suivent. Là, je sais que les gars, c'est un peu plus difficile en ce moment, mais justement, si ça peut montrer que l'exemple des filles devienne un exemple pour les gars, puis que ça se structure autour de cet exemple-là, je pense que ça peut être quelque chose de vraiment bien. On va basculer sur l'un des derniers volets. Donc, c'est plus parler un peu d'immigration, de tes expériences de voyage, puis d'immigration que tu as eu. Ce serait quoi pour toi les conseils que tu donnerais pour réussir une immigration, un changement de culture? Les conseils. Pour moi, je dirais, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui décide de partir et d'aller ailleurs, c'est de ne pas rechercher ce que tu connais. En fait, va pas à quelque part pour rechercher les choses que tu connais. Comme je dirais pas à quelqu'un, pars en voyage puis va au McDo. Tu sais c'est quoi? Il y en a qui le font. Exactement. Il y en a beaucoup qui le font. C'est sûr que le confort de rechercher ce qu'on connaît, de s'intégrer avec une gang de Québécois dans l'Ouest, c'est sûr que c'est facile, c'est la facilité, mais va rechercher la différence puis va t'imprégner un peu du pourquoi de cette différence-là parce que en allant ailleurs, tu comprends un peu la culture si tu t'imprègnes de la différence. Aussi simple que si tu vas en France, ben va chercher ton pain le matin, mange de la confiture à d'autres choses que les fraises que tu as à la maison. Va faire ça, tu vas comprendre pourquoi ils vivent comme ça. Tu vas comprendre les produits d'où ils viennent. Tu vas comprendre comment les gens vivent, puis ça va te permettre un peu de t'intégrer au travers. Donc, de pas rechercher ce qu'ils connaissent. Puis toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus dans ta vie, ces expériences d'immigration, de voyage? Moi, ça m'a apporté des amis partout dans le monde. Peu importe où je vais ou presque, je connais quelqu'un, j'ai quelqu'un à appeler, j'ai des gens qui viennent, on partage. C'est pas nécessairement des personnes que j'appelle à toutes les semaines, mais j'ai des amis qui sont d'un peu partout et je pense que ça, c'est la richesse un peu de ce réseau-là. Ben, ça fait qu'on peut discuter de plein de choses et je pense que c'est ce qui est le plus important au travers de ça, c'est l'échange avec les personnes. Ce qui est vraiment drôle, c'est que avant qu'on se voit ce matin, j'ai un de mes amis qui est français, puis qui vient en vacances au Québec, puis il est à Montréal, puis je l'ai vu dans ses stories. Je lui ai dit, hey, est-ce que tu viens à Québec? Il me dit, ben là, peut-être 1 ou 2 journées la semaine prochaine. Puis je lui ai dit de suite, regarde, je réserve ma journée pour toi, je vais te faire visiter. Ouais. Puis j'ai remarqué aussi que ça faisait ça quand je voyageais. Souvent, j'essayais de trouver des amis que je connectais. Puis des fois, je n'ai pas parlé depuis 5-6 ans, mais les gens sont tellement contents de venir, tu sais, que tu viennes chez eux, puis de te montrer ce que c'est chez eux. C'est pour rebondir sur ce que tu disais. Puis là, je vais te poser une question, mais je pense que finalement, elle va être facile. Quand je l'ai écrite, elle était moins facile dans ma tête, mais à part, bien sûr, dans un pays autre que le Canada, tu te verrais vivre où? Ah, ben c'est sûr que je retourne en France. C'est ça. Finalement, au fur et à mesure qu'on en parle, j'ai vraiment c'était vraiment facile. Bon, on va dire, j'ai complexifié la question. Okay? À part le Canada et la France. Et la France. Vers où tu voudrais aller? Quel pays t'attirerait pour vivre?
attirait pour vivre? Les deux pays que j'ai le plus appréciés sont l'Afrique du Sud et le Brésil. Je sais pas si je pourrais vivre, si je pouvais vivre dans ces pays-là, mais ça serait définitivement les endroits où La culture t'attire la le plus. culture m'attire, la beauté des endroits, des paysages. J'ai beaucoup apprécié ça. Ça a été, même si ça a été parfois un peu choquant, je me tournerais peut-être vers ces pays-là. C'est sûr que les favelas ou les townships en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui pour nous qui venons de sociétés occidentales, c'est quelque chose qui est Différent. renversant même. C'est renversant. Ouais. Puis c'est ça justement, on parle des choses un peu plus difficiles. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus dur dans tes moments d'immigration loin de chez toi? Le sexisme. Le sexisme? Oui. Ah ouais. Le sexisme est très présent dans beaucoup de cultures. Ouais. Et je pense que ici, dans ma communauté, dans mon monde, je me suis un peu construit une vie à l'extérieur du sexisme. Et donc, j'y suis beaucoup moins confrontée que je l'étais, je pense, en étant plus jeune. Mais quand tu vas dans d'autres pays, tu es confronté à ça. Et par les commentaires, par les petites remarques dénigrantes, par la façon dont la femme est traitée, la femme est vue, je me rends compte qu'il reste beaucoup de sexisme un peu partout dans le monde. Et ça me choque à chaque fois. Tu vois, je m'attendais à beaucoup de réponses. Souvent, on dit toujours le fait d'être loin de mes proches, le changement culturel. Ah ouais, non. Mais tu vois, le sexisme, c'est vraiment quelque chose à ce que je m'y attendais pas. Puis finalement, quand tu l'expliques, ça montre aussi que des fois, on va chercher ailleurs, mais on est quand même bien à la maison, on est bien dans notre entourage. Puis on a de la chance de vivre dans des pays où on a quand même des belles valeurs, où on a de la sécurité. Mais non, ta réponse est très intéressante. Ça permet de réfléchir un peu plus que juste les banalités qu'on répond souvent. Mais non, j'aime beaucoup ça. Bon, on va passer sur la dernière partie. Donc, il y a un petit quiz qui a été inspiré par ton mari. Okay. Parce que quand je lui ai demandé la question qu'il voulait te poser, il m'a donné... il va te demander de faire un choix. Donc, je me suis dit que j'allais te faire un petit quiz où tu auras le choix entre deux réponses. OK. Puis il va falloir que tu m'en donnes une. Il n'y a pas de joker ici. OK. On va commencer donc par la question de Julien. Rugby à 15 ou rugby à 7? Tu n'as pas le choix. Il a bien précisé, tu n'as pas le choix. Tu devais faire que ça, que l'un des deux. Aujourd'hui, je choisis le rugby à 15. Rugby à 15? Ah, ouais. Aujourd'hui, oui, parce que je pourrais pas vraiment faire du rugby à 7 de haut niveau et j'avoue que j'aime le rugby à 7 quand c'est du haut niveau. J'aime le rugby à 15 tout le temps. Moi, je sais pas s'il va être satisfait de cette réponse, mais c'est la tienne en tout cas. Volley ou rugby? Ah, rugby. Rugby? Oui. Parce que le volley, ça a été ton premier amour quand même. J'adore le volleyball, mais quand même, rugby. Rugby? Un gros plaquage ou un bel essai? Un gros plaquage. Ouais, j'en étais sûr. Sans aucun doute. Nationalité canadienne ou nationalité française? Eh ben là, je peux pas. On peut pas se départir d'une nationalité. Non, mais tu peux choisir celle que tu préfères. Ah, quand même canadienne. Ouais. Quand même. Ça a été je vais pas porter le maillot français. Non. Mais tu pourrais les entraîner peut-être. Possiblement. Ah. On sait pas, vous l'aurez su ici en tout cas. Gagner les JO ou gagner la Coupe du Monde à 15? La Coupe du Monde à 15. Oh. Ouais. Québec ou Colombie-Britannique? Ah, Québec. La neige. Je peux pas. La pluie. Je suis désolée. J'adore la Colombie-Britannique, mais la pluie, là, je peux pas. Puzzle ou canot à glace? Ouh. Ah, c'est dur, ça. Allez, canot à glace. Poutine ou cuisine française? Cuisine française. Sans aucune hésitation. Ah, ça va en fâcher plus d'un. Je suis désolée. Indépendance du Québec ou Canada uni? Non, t'es pas obligé de répondre à ça. Il n'y a pas de politique, c'était juste pour voir ta tête. Coach ou joueuse? Ouh.
Celle-là, c'est la plus dure pour la Celle-là, fin. c'est la plus dure, hein? Ah, celle-là, c'est la plus dure. Joueuse, parce que si j'avais le choix, j'embarquerais toujours sur le terrain. Ouais, j'ai vu ça l'année dernière sur ta finale, là. Ouais. Ouf, t'avais envie de rentrer sur le terrain. Ouais. Donc, coach, il y a un moment où t'as plus d'impact. C'est ça qui est difficile joueuse, c'est comme un coach. impact. Ouais. Je l'ai remarqué quand j'ai passé mes formations de coach puis que j'ai commencé à coacher un peu en France. La frustration. On Ouais. peut rien faire. Je me suis trouvé ingérable. Ouais. Parce que j'arrivais pas à canaliser le fait de pas avoir un impact direct. Tu peux faire des changements, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est les joueurs ou les C'est joueuses ça. sur le terrain qui font... Ouais. Toi, ça doit être frustrant pour toi avec... tu sais, Ah, j'apprends là-dedans. Hein. Je suis quand même une jeune coach, donc j'apprends à le laisser aller, j'apprends l'acceptation. Puis je pense qu'au final, ben quand tu mesures tes objectifs, ils peuvent pas juste être dans la l'émotion. finalité, dans l'émotion, quoi. Ah, ouais. Ouais. Pour conclure, si des personnes veulent te contacter, que ce soit pour le coaching ou des filles qui veulent venir s'entraîner avec toi, si on leur a donné envie ou qu'elles veulent découvrir le rugby, est-ce que tu es joignable sur les réseaux sociaux? Lequel t'es le plus joignable? Je suis très facile à trouver sur les réseaux sociaux, mais cherchez-moi pas sur TikTok, j'ai quand même 37 ans. Alors, vous pouvez m'écrire par Messenger, par Instagram, mais les autres réseaux, ils n'existent pas pour moi. Bon, je vais mettre aussi, je pense que tu as une adresse mail ici. Ouais, Je la mettrai dans les descriptions si les filles veulent te voir. C'est le plus simple. En tout cas, je te remercie. Ça a été vraiment un plaisir. J'ai appris plein de choses, puis c'était vraiment très intéressant. Merci à toi, Félix. Merci.